Bonjour et merci au TRT5 CHV pour l'invitation. Moi, je travaille chez AID, qui est membre du TRT5 CHV, et on vous l'a dit, je m'occupe du prix des médicaments et de l'accès à l'innovation. Et aujourd'hui, on a voulu discuter la question de qu'est-ce qu'un prix juste. Et en fait, je vais commencer par vous raconter la fin du film, parce que cette question du prix juste, elle en ouvre plein d'autres. Et je vais commencer par la définition. Nous, on n'est pas économistes, on n'est pas industriel non plus. Et donc, pour nous, un prix juste, c'est un prix qui ne compromet pas l'accès à nos traitements. Donc ça dépend de plein de critères. Ça dépend, il faut prendre en compte le niveau de vie des populations, leur degré d'accès à une couverture médicale, et ce qu'on parle au nord ou au sud, parce que dans les pays du nord aussi, tout le monde n'a pas accès à une couverture médicale pour plein de raisons. Ça pose une question aussi qui est celle de la pérennité des systèmes de santé, qui est de savoir comment on alloue la ressource publique. Donc, si on achète un médicament qui coûte plusieurs millions d'euros, qu'est-ce que ça va coûter en termes de lits d'hôpitaux? Qu'est-ce que ça va coûter en termes de places de soignants, etc. Et ça, c'est une question qu'on est un petit peu obligé de se poser parce qu'on vit dans un contexte où il y a des politiques austéritaires, il y a une contrainte budgétaire qui est limitée. Évidemment, on doit travailler avec des enveloppes qui sont réduites. Je vous l'ai mis, l'enjeu du prix il diffère d'un pays à l'autre, et en fait cette définition d'un prix qui ne compromet pas l'accès, c'est une définition qui a une histoire et qui a une géographie, qui a une histoire d'abord parce qu'on n'est plus dans les enjeux qu'on pouvait avoir dans les années 90 d'accès à un traitement vital et immédiat. Et on n'est pas non plus dans les situations de certains pays du Sud qui ne peuvent pas avoir accès du tout à des traitements vitaux dans la mesure où c'est beaucoup trop cher pour les niveaux de vie des populations et pour les degrés de couverture médicale. Il y a eu un tournant sur cette question que vous connaissez sans doute, mais je vais revenir rapidement dessus, c'est le tournant du sofosbuvir. Donc le sofosbuvir, vous le savez sans doute, c'est un traitement pour l'hépatite C qui a été mis sur le marché en 2014 et c'est un traitement qui était qui a représenté un espoir immense pour tout le monde parce qu'on se retrouvait avec un traitement, une cure de 3 mois, un traitement très efficace avec peu d'effets indésirables, et on a eu l'espoir à un moment de pouvoir mettre fin à l'épidémie en France et dans le monde. On a été douché un petit peu vite puisque le médicament a été mis sur le marché pour quelques 41 000 € la cure, donc vous pouvez faire le calcul. À l'époque, on avait un peu plus de 200 000 personnes touchées par le VHC en France. Ça représente une dépense de 9 milliards d'euros. Vous allez me dire, 41 000 € la cure, le médicament, il doit être très cher à produire. Pas du tout, c'est un médicament qui coûte moins de 100 $ en termes de coût de production. Vous allez me dire, il y a eu une recherche et développement absolument faramineuse. Eh bien non, ça a coûté 800 millions de dollars. Bon, moi, je ne les ai pas, mais en fait, pour la recherche et le développement d'un médicament, ça ne représente pas des sommes faramineuses. Et donc ici, vous avez une infographie qui vous montre que pour un médicament qui était vendu à 41 000 € en France, on avait un médicament générique, donc le même, en Inde, qui était vendu à 300 €. Et des chercheurs ont calculé qu'on pouvait produire du sofosbuvir et obtenir une marge de profit à seulement 62 €. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquences concrètement? C'est ce que je vous disais, ça a eu des conséquences sur l'accès, puisque le traitement a été réservé sur critères médicaux à des personnes soit en stade chronique, donc contaminées depuis au moins 6 mois, et ou atteintes de fibrose sévère, et ou en cas de co-infection avec le VIH. Je vous ai mis une carte ici parce qu'il y a un discours qui est assez récurrent chez les industriels, dans le lobbying aussi auprès des autorités publiques, qui consiste à dire oui, mais c'est normal que la France coûte cher, c'est un pays riche, on met un médicament sur le marché cher en France pour pouvoir le vendre moins cher dans les pays du Sud. On sait que c'est faux et on l'a su notamment avec le sofosbuvir. Et là, sur cette carte, vous pouvez le voir assez clairement, puisque en France, on avait un prix de 41 000 €. En Italie et en Grèce, qui ne sont pas des pays bien plus riches que la France, on avait un prix qui était encore plus élevé. Et ça a des conséquences concrètes sur l'accès, puisque le traitement était réservé à une population encore plus restreinte qu'en France. Ça nous amène à la question suivante, du coup, comment on fait pour négocier un prix qui soit juste ? Alors, d'abord, où est-ce qu'on fait? Donc, Mélanie vous l'a dit, on va au CEPS. Le CEPS, c'est le Comité économique des produits de santé. C'est un organe interministériel qui dépend de 3 ministères, la santé, l'économie et la sécurité sociale. Le CEPS, il ne négocie pas en l'air selon son bon vouloir, sur la base de critères qu'on ne connaît pas. Il doit fixer les prix au regard de ce qu'on appelle l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie. L'ONDAM, il est fixé tous les ans dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc qui est discuté tous les ans à l'Assemblée et au Sénat et qui est voté. Ça se passe en ce moment. Et pour vous donner une idée, là, on a un taux de progression de 3,5% pour 2023 de cette enveloppe.
Vous noterez, c'est important pour avoir une échelle, que sur les 10 dernières années, les dépenses d'assurance maladie pour les médicaments innovants, elles ont augmenté de 200%. Donc on est aussi dans un contexte où il y a une explosion de la dépense pour des médicaments innovants. On est également dans une situation où on dit souvent que le médicament, c'est pas un bien comme les autres, et c'est pas un bien comme les autres aussi parce qu'il y a une asymétrie d'information qui existe dans peu d'autres contextes. Donc il y a un déséquilibre d'information entre l'acheteur qui est l'État et le vendeur qui est l'industrie. Son secret, les coûts de production, donc on ne les connaît pas au moment où on mène la négociation, on ne sait pas combien a coûté la production du médicament, on peut l'estimer avec les données qu'on a, mais vous allez le voir, on n'en a pas beaucoup. On ne connaît pas les chaînes d'approvisionnement, on ne sait pas où est achetée la matière première, on ne connaît pas les différentes étapes de la production, on ne connaît pas la majorité des investissements publics de recherche et de développement, on ne connaît pas la majorité des investissements tout court de recherche et de développement. Il y a eu une petite avancée là-dessus il y a 2 ans, où grâce au TRT5 et à d'autres associations, dont Aide. Je fais le double crédit. Et où on a pu avoir accès, où cette année, on devrait avoir accès pour la première fois au montant des investissements directs de recherche et de développement, mais ça met de côté en fait la majorité des investissements. Donc ce qui se passe, c'est que quand on arrive à la table des négociations, l'État négocie le prix d'un médicament, et il n'est pas capable de dire combien il a investi auparavant à travers ses facs, à travers de la recherche publique, à travers des exonérations d'impôts pour les startups, à travers des financements directs, combien il a investi pour le médicament dont on est en train de négocier le prix. Donc il peut avoir payé pour, pas payé pour, on n'en sait rien, c'est indépendant de la négociation. Et il ne le prend pas en compte dedans. Et on ne connaît évidemment jamais le prix réel qui est payé pour le médicament. Pourquoi ? Tout à l'heure, je vous disais, il y avait un prix du Sofosbuvir qui est de 41 000 €. Ce prix de 41 000 €, c'est le prix à l'issue de la négociation au CEPS qui est publié au journal officiel. L'État peut payer plus, l'État peut payer moins. C'est un prix qui est facial, on l'appelle le prix facial. Le prix réel, on ne le connaît pas. Alors, on ne le connaît pas et les différents États ne le connaissent pas. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une asymétrie d'information entre les différents acheteurs. La conséquence, c'est quoi ? C'est que concrètement, moi je suis un industriel, je vais aller pour négocier le prix de mon médicament, je vais aller en France. Je vais dire à l'État français, bon, on met un prix facial de 41 000 €, mais derrière, il peut y avoir des réductions, ça peut être un peu moins cher. Et en fait, je vais aller négocier dans un autre pays sur la base du prix facial. Donc, je peux vous l'avoir fait à 38 000 € votre Sofosbuvir et aller en Allemagne et leur dire, bon, bah, je leur ai fait à 39 000, mais du coup, je vous le fais à 40, vous avez un peu plus de sous, c'est normal. Donc, ce que ça crée, c'est des politiques inflationnistes. En fait, on gonfle artificiellement le prix des médicaments et on ne peut pas se coordonner entre les différents États pour pouvoir mener ensemble des politiques d'accès à un prix juste. Ça va, je vous ai assommé ou pas encore ? Donc c'est pour ça que nos associations, au cœur de notre plaidoyer sur le prix des médicaments, il y a la transparence comme condition de négociation juste et de négociation de prix plus juste. Pourquoi ? Donc déjà parce que la transparence, elle corrige ce déséquilibre d'information dont je vous ai parlé. Elle rééquilibre le rapport de force entre État et industrie. Quand j'arrive pour une négociation, si je suis capable de dire combien j'ai investi dans un médicament, je ne suis pas tout à fait dans la même position que quand on m'amène un médicament absolument innovant ou nécessaire ou peu importe, et que j'ai aucune donnée dessus. Ça permet des politiques publiques qui sont efficaces. Typiquement sur la recherche et le développement, comment on peut dire qu'on a une politique de recherche et de développement qui est intéressante en France si on n'est pas capable de dire où est-ce que ça aboutit, si finalement, en sortant de la fac et en passant dans une start-up, etc., le brevet de notre médoc ou l'avancée de la recherche nous échappe complètement des doigts. Et ça, en réalité, l'État français est incapable de nous le dire. Nous, on a mené ce plaidoyer auprès des ministères, on leur a demandé combien vous mettez chaque année dans la R&D de nouveaux médicaments. L'État n'est pas capable de le dire, parce qu'il y a des exonérations d'impôts, parce qu'il y a des trucs directs, il y a des trucs indirects, ça va dans tous les sens. Ils n'ont pas l'information. Donc on ne peut pas mener des politiques publiques qui soient efficaces dans ce cadre-là. Ça permet aussi d'assurer un débat démocratique qui soit informé. Et on a des thérapies aujourd'hui qui sont mises sur le marché, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour plusieurs millions d'euros. Et en fait, à un moment, ça va poser une question éthique et une question immédiate qui va être compliquée à trancher si on n'a pas toutes les informations nécessaires. Et finalement, et ça rejoint un petit peu la présentation précédente, ça s'appuie sur une représentation des patients à la table des négociations, la transparence. Et pourquoi ? Mélanie vous en a déjà parlé, il y a cet exemple du Descovy. Je vais revenir peut-être sur les éléments qui n'ont pas été mentionnés. Mais donc le Descovy, c'est un médicament... attention, je me lance dans des explications thérapeutiques que je ne maîtrise pas, mais à peu près équivalent au Truvada, mais avec moins d'effets secondaires, notamment pour les personnes qui ont des problèmes rénaux. Et
la mise sur le marché du Descovy, elle arrive à un moment où le brevet du Truvada expire. C'est-à-dire que la demande d'inscription du médicament, elle arrive 5 mois avant l'expiration du brevet du Truvada. Ça veut dire que concrètement, le Gilead, qui avait un monopole sur le Truvada pendant 20 ans, aurait pu briguer un monopole de 20 ans de plus avec le Descovy. Et là, on demande l'avis des associations. Enfin, les associations se battent pour donner leur avis. L'avis du TRT5, c'est celui-là. Le TRT5 analyse les avantages du Descovy et puis met en cause directement la stratégie monopolistique de Gilead. Il dit « L'arrivée de cette optimisation de traitement semble tomber à point nommé. En effet, le TAF a été évoqué il y a plusieurs années et sa commercialisation par le laboratoire n'est effective que récemment. » Et il souligne également qu'il y a des risques en termes d'inégalité d'accès aux molécules. Pourquoi je vous parle de cet exemple-là ? Bon, déjà parce que c'est une position historique, on n'est pas sur la défense d'un accès à tout prix, on refuse d'être instrumentalisé aussi dans une stratégie monopolistique du laboratoire. Mais ça marque aussi un renouveau des stratégies d'accès des associations de patients et par là même la transformation des enjeux industriels. Et ça pose une autre question. Donc souvent on pose ce débat comme s'il y avait l'État et l'industrie et que c'était les deux parties intervenant dans ces négociations. Alors qu'en réalité les patients ont une place centrale. Et dans ce type de situation, ils permettent d'apporter une voix qui sort l'État de l'espèce de dilemme à 3 points qui est 1, j'ai un enjeu éthique d'accès au traitement, 2, j'ai une contrainte financière qui est celle de la soutenabilité de mes finances, et 3, il faut que j'ai quand même un petit peu une politique industrielle en France et que je ne fasse pas fuir tous les labos en leur disant non, vous ne le mettrez pas sur le marché à ce prix-là. Donc voilà, nous, ça fait des années qu'on se bat pour avoir un siège au CEPS et à la table des négociations, et on va bien finir par y arriver un jour. Mon dernier point, c'est comment on fait, une fois qu'on a des prix qui sont injustes, pour les contourner. Et là, donc, historiquement, c'est une approche par la propriété intellectuelle qui a été assez centrale dans le VIH et qui passe donc par les brevets. Donc un brevet, le brevet, c'est une invention du 19e siècle. Hein. Ça sert à récompenser l'innovation. Et donc le principe, c'est que pendant 20 ans, vous avez le monopole sur la commercialisation de votre invention. Ça a été unifié dans les années 90 à travers un accord de l'OMC qui s'appelle les ZPIC et qui unifie ça au niveau mondial. Concrètement et sans jugement de valeur, qu'est-ce que c'est ? Le droit de la propriété intellectuelle, c'est la privatisation du savoir scientifique. Donc concrètement, ça donne lieu à un certain nombre de dérives. Aujourd'hui, c'est aussi devenu un outil de rémunération et de contrôle du marché. Parce qu'un brevet, ça s'achète, ça se vend. On peut aussi vendre l'entreprise qui est détentrice du brevet, etc. C'est des opérations, c'est des transactions qui sont financiarisées et qui viennent gonfler les coûts des médicaments. Et aujourd'hui, quand les industriels nous disent le médicament, il nous a coûté tant de R&D, ils font souvent aussi peser sur ces montants combien ça leur a coûté de racheter une entreprise en cours de route pour avoir accès au brevet. Donc, quel recours existe dans ces cas-là ? Alors, il y a des recours... Hop là, pardon. Il y a des recours historiques qui existent, qui sont prévus par l'accord dont je vous parlais, l'accord des ZPIC des années 90. Et la plus connue, c'est la licence obligatoire. Donc, ça permet de fabriquer un médicament sans l'autorisation des titulaires du brevet. C'est ce qui a été fait en Thaïlande en 2006 sur les Favirenz. Ça a été fait de nouveau pendant le Covid dans différents pays. Bon, c'est jamais sans conséquence. La Thaïlande a subi un certain nombre de sanctions diplomatiques et commerciales du fait de cette licence obligatoire et des 20 suivantes qu'elle a mises en œuvre en 2007. Et en France, c'est un mécanisme qui n'a jamais été mis en œuvre, alors même qu'il existe dans le droit national un équivalent qui s'appelle donc la licence d'office. Nous, on nous rétorque que ça correspond à l'arme nucléaire et qu'on ne peut pas le mettre en place en France. Donc, ça a été toujours un petit peu compliqué. Mais le recours au droit de la propriété intellectuelle, il a aussi des limites. Donc, je vous ai parlé de la licence obligatoire, il y a aussi d'autres démarches. Il y a la question des importations parallèles. On peut aussi faire de l'opposition au brevet, comme ça a été fait dans le cas du Sofosbuvir par les associations, etc. Mais ça représente des démarches qui sont à la fois longues et coûteuses. Et on est des associations avec des budgets limités. Ça peut demander des accords stratégiques avec des génériqueurs, etc. pour pouvoir mener ces démarches. Je vous le disais, il y a peu d'applications en France et en Europe.
Il y a aussi des stratégies de brevetage qui protègent les industriels de ces risques. Donc typiquement, quand on fait l'opposition au brevet d'un médicament, souvent le médicament, il n'a pas un brevet, il en a 4, 5. Il va breveter une composante A, une composante B, une composante C, mais aussi la combinaison AB, AC. Et donc on fait tomber un brevet au bout d'un contentieux très long, on se retrouve quand même bloqué au bout du compte. La question du recours au droit de la propriété intellectuelle, il ne traite pas de la question de la production. Donc concrètement, si on contourne le droit de la propriété intellectuelle, mais qu'on ne peut pas produire notre médicament, on est un petit peu embêté. Et tous les pays du monde n'ont pas les mêmes capacités de production de médicaments, évidemment. Et encore une fois, et c'est aussi une des problématiques que j'essaye de souligner tout au long de cette présentation, on est sur des enjeux qui se gèrent pays par pays, nationalement. Il y a assez peu d'entente sur cette question-là. Il y a évidemment des exceptions. On parlait du Medicine Patent Pool tout à l'heure, il y a d'autres initiatives, etc., qui permettent un peu plus de coordination. Mais bon, la question de la production, elle est centrale et elle l'a été notamment beaucoup pendant la crise sanitaire. Ça s'applique mal à certains médicaments, donc comme les médicaments biologiques, à certains vaccins, à certains diagnostics, parce qu'en en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui font l'objet de dérogations du droit de la propriété intellectuelle, qui concernent les données, qui concernent les droits d'auteur, qui concernent les designs industriels pour produire un médicament, etc. Et là-dessus, en fait, on peut faire la licence obligatoire autant de fois qu'on veut, on ne va pas réussir à avoir accès à ces informations. Ça a été particulièrement marquant, Mélanie le mentionnait, sur l'exemple du Trogarzo. Donc le Trogarzo, c'est donc le premier anticorps monoclonal qui a eu une AMM, désolée pour la redite, AMM sur le marché, ça ne veut rien dire, c'est une autorisation de mise sur le marché, pour le traitement du VIH1. C'est un traitement de dernier recours. Il est présenté pour un prix facial d'un peu plus de 100 000 € par an. Une trithérapie classique, ça coûte 7 000 € par an, mais en même temps, on a une cinquantaine de patients concernés. C'est un traitement de dernier recours, etc. L'industriel a mis fin à la négociation parce qu'il n'était pas satisfait de la manière dont ça se menait avec le CEPS. Bon, ça relève leur responsabilité, ils ne sont pas allés au bout de la négociation. Mais non seulement ils se retirent du marché français, mais en plus ils se retirent de l'ensemble du marché européen. Donc là où des négociations elles sont menées nationalement, elles peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble, sur toute une région, voire partout dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Concrètement, on ne peut pas avoir recours aux flexibilités du droit de la propriété intellectuelle. On n'a pas les moyens de produire, on n'a pas les moyens de produire cette innovation. Est-ce qu'on va le faire pour une cinquantaine de patients ? Moi, je vous dirais évidemment oui, mais je prends mon chapeau État français. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Il va falloir qu'on invente de nouvelles pistes de plaidoyer en fait pour pouvoir y arriver. Et je vais conclure, puisque j'ai mangé sur mon temps, et aussi que j'arrive à la fin. Ce que j'ai essayé de vous montrer ici, c'est que l'approche par les prix, c'est une approche globale. Quand on parle de prix des médicaments, on parle de questions d'innovation, on parle de questions de financement de la recherche, on parle de transparence, on parle de démocratie sanitaire. Et pour chaque médicament, en fait, le prix et ses composantes a des conséquences sur la question dont on se pose en tant que société, la manière dont on se pose en tant que société, la question de la balance entre les intérêts commerciaux et les intérêts des patients. Et bon, là, c'est plutôt ce qui nous intéresse. Il y a aussi un certain nombre de nouveaux défis, en fait. Et les nouveaux défis aujourd'hui, c'est à la fois l'accès à des molécules qui sont anciennes, peu chères et essentielles, que l'accès à des traitements innovants, chers, dont le nombre n'a de cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on a des problématiques avec des médicaments qui ne sont plus sous brevet depuis des années, qui ne coûtent pas cher, qu'on connaît. J'ai Bruno au premier rang, je pense à l'extensiline qui lui tient à cœur, qui est un médicament qui a 100 ans et sur lequel on a toujours des pénuries. On a aussi des retraits du marché sur des molécules absolument très anciennes. On a eu un problème avec l'analoxone en spray nasal. L'analoxone, ça a 60 ans. Aujourd'hui, il y a des problèmes sur les œstrogènes en France. C'est des médicaments qui ont 80 ans. Donc tous ces médicaments-là, il va falloir aussi qu'on arrive à continuer à y avoir accès. Et vous allez me dire, Inès, c'est pas du tout le sujet, mais en fait, ce sont deux sujets qui sont liés. Parce que quand on a une stratégie de mettre sur le marché de plus en plus de médicaments qui concernent des populations restreintes et qui coûtent très cher, ça a des conséquences à la fois sur la manière dont on gère l'enveloppe, mais aussi sur ce qu'on produit comme médicaments grand public, peu cher, peu brevetés, plus brevetés, anciens, etc. Donc voilà, il faut garder une vigilance sur les deux aspects. Et il y a beaucoup de nouvelles stratégies pour l'accès qui restent à inventer. Mais c'est aussi l'occasion de ce type de journée de pouvoir les discuter. Merci.